Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyoka Savobo, présidente de la diaspora congolaise, Prigifa d'or 2018. Avec elle, on va essayer de parler par rapport à notre diaspora, par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour Madame Justine Poyoka Savobo. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Mais écoutez, le pays est plus que jamais à la croisée des chemins. Et donc, nous sommes fort préoccupés de la conjoncture actuelle. Et donc, la situation est très grave, hein. Je pense que nous ne pouvons pas éluder cela. Après les élections, la situation est toujours très grave. Mais elle est encore plus grave après les élections, puisque vous le savez bien, notre pays est sous occupation. On ne pouvait pas s'attendre à ce que ce pays s'en sorte avec une parodie électorale et je dirais même une tragédie telle que nous l'avons vécue. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au déploiement de toute la stratégie diabolique qui avait été mise en place pour que nous en soyons là. Donc voilà, il faut vraiment aujourd'hui que le peuple congolais se réveille, que le peuple congolais se lève et que la classe politique assume pleinement toutes ses responsabilités. On vous a vu avec Martin Fayoulou ici à Bruxelles, là, et après votre rencontre avec Martin Fayoulou, vous avez déclaré que vous allez aussi rencontrer, si c'était possible, ou bien si on vous lui demandait de rencontrer Félix Tshisekedi pour exposer, parler avec lui comme vous l'avez fait avec Martin Fayoulou. Là, vous étiez au centre. Depuis ce jour-là, avez-vous eu Félix au téléphone? Il a eu des rencontres secrètes ou des rencontres, c'est comment vous et Félix? Mais vous savez, en tant que président de la diaspora, nous recevons beaucoup de personnes et nous rencontrons beaucoup de personnes, hein. Certains revendiquent une parenté avec Félix Tshisekedi Chilombo, d'autres revendiquent une parenté avec M. Valentin Moubake, d'autres encore revendiquent une parenté avec M. Martin Fayoulou. Donc notre rôle est plus que jamais assumé. Donc je renouvelle ici la position qui est la nôtre depuis le début, à savoir que nous rencontrerons tout responsable politique qui estime juste de pouvoir dialoguer avec nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même plus une doléance, ça doit être absolument une exigence, puisque notre peuple attend cela de la part des hommes politiques. Et donc oui, nous rencontrerons M. Chilombo s'il le souhaite, mais je pense que il y a peut-être des circonstances maintenant qu'il faut absolument aménager pour qu'il en soit ainsi, car nous croyons savoir que la donne est fort compliquée autour de lui à Kinshasa. Et je ne sais même pas s'il a la liberté aujourd'hui d'exprimer un tel souhait, mais en tous les cas, nous sommes prêts à l'entendre, oui. Par rapport à votre gouvernement, comment orientez-vous maintenant vos actions au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il y a encore des réunions? C'est comment? Mais il y a toujours des réunions. Vous savez que ma détermination, d'abord en tant que militante, vous me connaissez depuis longtemps, je ne lâche pas. Et je crois que cette détermination sert de moteur à tous ceux qui ont bien accepté de travailler avec nous. Les réunions se poursuivent, mais je dois vous dire que les trahisons aussi sont légion. Et donc ça, ce n'est pas nouveau dans un itinéraire politique. Mais nous dépassons tous ces écueils pour continuer à mettre le cap sur le changement de notre pays. Et ce changement ne pourra venir qu'en mettant fin à l'occupation rwandaise, parce que tout le monde passe devant les médias, mais il y en a très peu comme responsables politiques qui dénoncent l'occupation rwandaise. Or, c'est quand même cette situation, cette donne de géopolitique locale qui affecte terriblement notre pays. Et donc, tant que nous ne mettons pas à l'avant-plan l'exigence de mettre fin à l'occupation rwandaise, eh bien, nous serons dans un leurre. On le suit partout à travers le monde, sorte des crises. On pourrait parler des sortes de crises. Hein. On voit la solution Moubake. Moubake propose une table ronde. Comment voyez-vous les choses? Comment on pourra sortir de cette situation que vous déclarez encore après les élections très graves? Et votre réaction par rapport à Moubake, qui vous cite même parmi les gens qu'on pourrait associer pour sortir de cette crise?
Mais écoutez, je suis tout d'abord très reconnaissante à M. Moubaké d'avoir pris le courage de donner quelques propositions, parmi lesquelles une table ronde. Parce que, si vous vous souvenez bien, nous avons déjà émis ce souhait il y a quelque temps. Et donc aujourd'hui que le fruit est mûr et que M. Moubaké soit le premier entre tous au niveau local à mettre cette initiative en exergue, nous ne pouvons que nous réjouir. Alors, mais maintenant il faut aussi savoir ce que nous voulons. Une table ronde, oui, pour redéfinir le cadre du projet de société dans lequel nous, les Congolais, nous voulons vivre, oui. Mais ce que moi je pense est absolument indispensable, c'est que cette table ronde puisse d'abord réunir les Congolais que nous sommes. Parce que notre pays a été infiltré depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui, au poste important, au poste régalien, vous n'avez pas un Congolais responsable qui puisse vraiment parler au nom du peuple congolais. Alors, une table ronde, oui, une table ronde qui va réunir les dignes fils de notre pays. Mais je pense que nous avons une inspiration que nous devons saisir, c'est-à-dire l'exemplarité de nos aînés à la table ronde de 1960, où l'inclusivité était la règle d'or. Et donc, si une table ronde peut avoir lieu dans une inclusivité, alors évidemment, nous avons à ce moment-là les chances de notre côté. Et quand je dis inclusivité, qu'est-ce que cela veut dire? Mais cela veut dire d'abord les repères de notre souveraineté nationale, dans le sens de l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. De quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait de représenter et de parler au nom de toutes les peuplades de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps, effectivement, que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions raviver la flamme de l'unité et que nous puissions aussi parler à l'unisson pour défendre notre terre. Parce que finalement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est notre terre. L'occupation rwandaise a été soutenue par une certaine communauté internationale. Ça, il ne faut quand même pas le cacher. Je ne pense pas qu'un pays aussi important que le Congo puisse subir ce sort totalement injuste sans qu'il y ait eu des injonctions qui poussaient donc les occupants, nos adversaires, nos ennemis, devrais-je même dire, à faire ce qu'ils ont fait dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes congolaises, pour prendre aussi cet aspect des choses, nous payons un lourd tribut de cette occupation rwandaise. Hein, les massacres à partir de l'est du pays, qui aujourd'hui ont aussi atteint l'état d'esprit à l'ouest de notre pays. Et donc, pourquoi est-ce que ce peuple doit subir ce sort injuste, si ce n'est justement des injonctions absolument diaboliques qui ont poussé nos agresseurs à décider ainsi de notre sort. Et donc, moi, je félicite M. Valentin Moubaké d'avoir mis le doigt là où il le faut. Et je pense aujourd'hui que nous ne devons pas nous laisser faire par toutes sortes de gesticulations extérieures, par toutes sortes de diplomatie totalement déséquilibrée qui viendraient encore une fois tenter de nous détourner de cette attention majeure que constitue notre volontarisme à vouloir nous réunir, nous rassembler, nous fédérer pour redéfinir le cadre de vie dans lequel nous voulons évoluer et laisser cet héritage à nos enfants. Mais concrètement, madame, je sais pas que ça, vous allez parler de quoi s'il y a table ronde, s'il y a... Vous allez encore parler de quoi? Parce qu'il y a eu déjà des élections que la majorité ont déclaré parodie d'élection. Mais s'il y a une négociation, vous allez parler encore de quoi? Oui, mais écoutez, le Congo, d'abord, c'est un pays souverain. Je pense que ça, c'est quand même un prescrit absolument fondamental qu'il faudra remettre à l'ordre du jour. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays a été victime d'une tentative de déstabilisation, de balkanisation. Et cette balkanisation avait été soutenue par une certaine communauté internationale. Il faut quand même qu'on le dise. Alors, à partir du moment où la résistance du peuple congolais a empêché ce projet d'aboutir, bien qu'aujourd'hui nous ayons encore en face de nous des tentatives, des velléités de vouloir imploser notre pays, mais vous constaterez que le peuple congolais a résisté, a payé vraiment très cher cette résistance pour qu'aujourd'hui nous soyons absolument résolus à définir une volonté unanime, c'est-à-dire l'unité de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays,
tels que légués le 30 juin 1960. Et je pense que ça, c'est un prescrit fondamental. Parce que nous nous battons pour notre terre, nous nous battons pour nos droits, nous nous battons aussi pour que nos enfants aient un sol dans lequel ils pourront évoluer. Il ne s'agit pas ici maintenant de nous battre pour que les occupants puissent rester dans notre pays, non. Mais nous allons aussi mettre à l'avant-plan la question de l'impunité. Parce que la communauté internationale qui, dans un réveil, dans un sursaut, parle de sanctions, mais ces sanctions-là, ne frappe pas encore le cœur du problème, à savoir le régime de Kabila Kanambe. Et donc, nous allons aussi parler de la question de l'impunité. Nous allons aussi parler de la question de la justice, des réparations. Nous allons aussi parler de la qualification de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise homme politique. Tout le monde s'improvise législateur. Alors qu'il faut tout de même avoir des arguments politique, des arguments d'un cursus avéré pour assumer les charges régaliennes qu'exige la gouvernance d'un État. Nous en sommes loin aujourd'hui. Regardez la corruption qui gangrène notre pays, qui gangrène toutes les institutions, au point de justifier aujourd'hui une fraude électorale absolument majeure qui dépossède le pays de tous ses droits. Un Parlement qui n'appartient plus aux Congolais, à la décision du peuple souverain, un Sénat qui en fait autant, et les institutions provinciales qui essayent de patauger dans tout cela, et puis des nouvelles provincettes qu'on a créées tout simplement pour recaser les membres de la Kabylie. D'autres disent aujourd'hui d'une certaine Tchibili, je ne sais pas très bien si on doit pouvoir le dire ici, dans la mesure où nous n'avons pas de gouvernance, nous n'avons pas de présidence, nous avons simplement un Kanambe qui cherchait un glissement, qui cherchait un paravent pour se faire, qui cherchait un paratonnerre et qui cherchait aussi un masque pour bien se cacher, et malheureusement il a trouvé ce masque au sein d'une certaine frange de l'UDPS. Et donc moi je pense que la redéfinition de notre souveraineté nationale sera l'élément majeur, et puis nous allons aussi compléter par une exigence de la diplomatie. Il faudra que la diplomatie du peuple congolais, la diplomatie de la République démocratique du Congo redéfinisse aussi le cadre de coopération que nous allons avoir avec les partenaires traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que beaucoup de nos partenaires traditionnels ont oublié que leur rôle, c'était simplement d'accompagner le peuple congolais, de faire des propositions de coopération au peuple congolais et non pas de se substituer à celui-ci pour prendre des décisions en lieu et place des Congolais. Et si on vous demandait, on dit, on est trop de réunions, de tables rondes, trop de concertations, trop de réunions. Si on vous demandait, vous, Mobak et les autres, Onong Banda ou les autres, on vous demandait d'aller rejoindre directement Félix Tshisekedi, on dit, madame, je sais pas pourquoi ça vaut. Il y a un gouvernement qui va sortir peut-être aujourd'hui ou demain, parce que, ou après-demain, dans un de ces quatre, il y aura un gouvernement. On vous demandait, venez rejoindre pour pouvoir aider votre frère à déboulonner Kabila. Si je prends vous et Moubak, vous êtes des anciens de l'UDPS. Venez rejoindre votre frère pour débarrasser, pour déboulonner l'autre. Vous voulez encore table ronde, réunion, concertation, pour déboucher sur un gouvernement encore. Mais écoutez, moi je pense que vous posez mal le problème, Pasteur Bobo. Je regrette, vous posez très mal le problème. Parce qu'ici, de quoi s'agit-il? Mais il s'agit d'abord d'un deal entre deux personnes, ou à la limite entre Félix Tshilombo et le camp de Kabila. Si pas Kabila lui-même. Mais ce deal, nous n'en sommes pas partie prenante. Nous n'avons pas été intéressés à ce deal. Croyez-moi que si nous étions partie prenante, si une certaine inclusivité avait joué, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et donc, vous allez me demander aujourd'hui d'aller me jeter dans la gueule du loup, alors que je ne sais même pas comment les crocs ou les gencives de ce loup sont aujourd'hui dressés. Parce que ici, nous parlons quand même d'un pays comme la République démocratique du Congo. Et permettez-moi d'ajouter quand même une touche un peu plus personnelle. Moi, je suis là aussi pour défendre l'héritage du président Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, premier président de la République de ce grand pays, qui a gouverné de manière exemplaire et qui nous a laissé un exemple aussi de gouvernance, un exemple de probité morale, un exemple aussi de principe
à respecter si on veut gérer tout un peuple. Nous ne sommes pas dans cette configuration-là, Pasteur Bobo. Et donc ici, vous allez me demander d'aller aider un frère. Mais le frère ne nous a pas demandé d'aller conclure de deal avec lui. Nous n'avons même pas les tenants et les aboutissants de ce deal. Peut-être que ce deal, c'est justement l'extermination des Congolais. Parce que je vous dis que Kabila Kanambe, avec lequel Chilombo a conclu un deal, mais lui, il est là chargé d'une mission depuis 2001-2002. Je ne sais pas si Chilombo le savait. Parce que le deal de Kabila avec Kagame et tous les autres, hein, notamment M. Museveni, mais c'était justement que à partir de l'est de notre pays, on implose le Congo. Et que le Congo soit totalement déstabilisé, qu'on infiltre les institutions et qu'on éradique la congolité. Vous le savez. Alors, toutes ces femmes qui sont massacrées, pourquoi est-ce qu'on tue les femmes à l'Est massivement? Mais c'est pour qu'elles ne reproduisent plus. Ou pour que les rejetons par hasard qui seraient issus des viols revendiquent une paternité qui viendrait d'un agresseur rwandais. Et un peu plus tard, évidemment, des velléités d'autonomie régionale pourraient justifier une prédominance d'éléments rwandais et donc justifier la balkanisation de notre pays. Et donc ici, aller soutenir aveuglément un deal dont on ne connaît ni les tenants et les aboutissants serait totalement irresponsable de ma part. Du point de vue d'abord de l'héritage historique que moi je défends, mais aussi du point de vue de l'héritage même de M. Etienne Tshisekedi, avec lequel vous citez ici des références de notre récent passé. Nous avons lutté auprès de lui, mais je pense que lui vivant, nous n'en serions pas là. Parce que, regardez bien, tout a été mis en œuvre à la fin de la vie de M. Etienne Tshisekedi pour qu'il n'ait même plus de contact avec des gens comme nous. Et donc, à partir de là, toute cette architecture de la trahison du peuple congolais a pu donc prendre place. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que notre frère est dans une situation difficile, mais jusqu'ici, lui-même n'a pas demandé qu'on aille le secourir. Donc, apparemment, le deal continue, parce que je vois des scènes de ménage tout à fait singulières. Hein? Il voyage, au retour du voyage, c'est comme dans un ménage, il va voir son conjoint qui est Kanambe, il lui fait rapport, et puis vice-versa, et puis vous avez de temps en temps peut-être quelques gronderies, simplement pour remettre un peu les balises en place, mais vous avez un ménage qui tient plus ou moins, où nous voyons des injonctions venir de Kingakati vers la cité de l'Union africaine, et puis vous voyez tout à fait une aisance dans ce brouhaha politique. Donc, moi, je pense que nous sommes loin aujourd'hui d'une gouvernance d'État et que ceux qui, par exemple, demandent à notre frère justement de se remettre en question ont tout à fait raison au regard justement de la souveraineté sacrée de la République démocratique du Congo. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de sauver des individus. Ici, il s'agit d'abord de sauver notre pays. Et notre pays est mal en point dans cette configuration actuelle. Voyez-vous, Pasteur Bobo. Donc, me poser la question telle que vous le faites, je crois que ce n'est pas tout à fait approprié. Vous êtes l'une des personnalités ou des personnes, vous avez milité pour la libération de Némouanda Semi quand il a été incarcéré à Makala. On voit la réapparition de Némouanda Semi. Comment réagissez-vous? Sa réapparition, il a retourné en prison, il est en liberté. Votre réaction quand vous avez vu Némouanda Semi vivant, bien portant? Mais alors là, écoutez, j'ai quand même eu un des soulagements de ma vie parce que nous l'avons défendu, d'abord parce que c'est un compatriote, ensuite c'est un patriote, et puis c'est un responsable politique, et de surcroît, c'est aussi un responsable spirituel, religieux. Et donc, quand vous réunissez tous ces atouts, vous vous dites, mais nous avons risqué de perdre un élément absolument important. Moi, toute ma crainte, c'était que tout le capital spirituel qu'il défend et qu'il porte, que ça puisse disparaître, comme on a tenté de faire disparaître le capital spirituel de Papa Mvulu Simon Kimbangu autrefois. Et donc, je me disais que notre province du Congo central allait vraiment souffrir de ce vide. Et donc, le voir ressurgir, évidemment, c'est
une grande consolation. Mais nous ne sommes pas au bout de nos inquiétudes, parce qu'il faudrait encore aujourd'hui savoir où il a passé les 2 années ici de silence, ou les quelques mois de silence depuis cette évasion qu'on nous a relatée comme telle il y a quelque temps. Donc il faudrait qu'on ait tous nos apaisements, et nous en sommes loin. Mais le voir en chair et en os s'adresser donc au peuple, c'est tout de même un soulagement. Mais je dois dire tout de suite que nous attendons évidemment davantage. Nous espérons qu'il va pouvoir édifier notre propre gouverne pour que nous puissions exactement savoir si il est là parce qu'il y a eu un deal, encore une fois, avec des acteurs obscurs qui l'auraient retenu pendant toutes ces années ou tous ces mois. Mais je dois dire aussi qu'il porte effectivement la lutte d'une certaine communauté née Congo, parce que souvenez-vous quand même tous les massacres qu'il y a eu dans cette région. Alors, ça veut dire aussi que son retour, c'est une certaine victoire aussi de la spiritualité qu'il a toujours défendue et que nous comprenons fort bien. Alors, moi, j'attends évidemment de voir quelle sera la suite des événements, mais s'il est égal à lui-même, je ne le vois pas encourager toute la tricherie qui a prévalu jusqu'ici. S'il est égal à lui-même, je ne le vois pas encourager la malgouvernance. S'il est égal à lui-même, je le vois plutôt appeler les fils et filles de ce pays, comme il l'a fait avant d'aller en prison, vers l'unité, vers l'entente, et puis vers aussi la redéfinition, telle que nous venons de l'évoquer ici, avec la sortie de M. Moubaké. Et si finalement il est égal à lui-même, je pense qu'il ne va pas changer d'un iota son comportement et qu'il continuera à nous dire et à redire que notre pays est occupé et que les Rwandais doivent rentrer chez eux et les Congolais rester chez eux. Votre ancien parti, l'UDPS, traverse des moments très difficiles. On voit des images chaque jour, des images qui font pleurer beaucoup de personnes, des bagarres, des troubles. Comme je l'avais dit précédemment, vous, Moubaké et les autres, vous êtes des anciens, vous avez beaucoup travaillé pour l'UDPS, c'est votre parti, vous avez vraiment travaillé pour ce parti-là. Quand vous voyez ces images, quand vous voyez tout ce qui se passe, des machettes, des bagarres, ils ont même allé jusque dans la maison familiale avec des militaires qui ont fait des bêtises. Vous dites quoi? Mais je dis que l'amnésie est une gangrène généralisée dans notre pays. Parce que tout ce qui se passe là, avec ce comportement absolument ignoble de ces militaires. Mais ça devrait quand même interpeller aussi Tshilombo en premier lieu, parce que c'est peut-être un message qu'on est en train de lui envoyer. Vous savez, lorsqu'on commet des actes d'une si grande démence et d'une si grande grossièreté, et je crois que c'est un mot encore assez souple venant de ma part, ça doit quand même interpeller. Parce que là, qu'est-ce qu'en fait on est en train de transmettre comme message à Tshilombo? Mais c'est tout simplement de lui dire que c'est d'abord de préparer l'esprit de tout un chacun que finalement la déstabilisation du Congo porte aussi une graine, à savoir la déstabilisation de tous les symboles qui peuvent incarner notre pays. Parce qu'aller dans la maison de M. Etienne Tshisekedi faire ce qu'on y a fait, mais c'est aussi une manière déjà de préparer l'opinion que l'occupation doit aussi se faire par l'abattement des symboles. Je peux préciser pour les gens qui le suivent, donc il y a des vidéos qui circulent, des gens se plaignent, même les partisans de l'UDPS qui se plaignent. Les militaires sont allés pour séparer les deux groupes rivaux, les groupes, je crois, les groupes Kabound et les groupes Chabani, Bagarre, et ils ont fait, on pourrait dire, ils ont fait caca dans des marmites, dans des casseroles, dans la maison du feu Etienne Tshisekedi. Ça, c'est vraiment, ils traversaient les bornes, c'est... Ils ont profané, mais c'est tout à fait dans la logique de l'occupation. Et ici, moi, j'interpelle justement la conscience de Tshilombo. Parce que finalement, ces actes-là qui ont été commis, c'est de la profanation. Et je vais vous expliquer ici, par A plus B, que c'est comme cela.
parce que l'occupation qui est venue dans notre pays avait pour objet de déstabiliser le pays, non seulement par les éléments à conséquences sociologiques tels que je viens de vous le dire, les massacres des femmes, supprimer la congolité, éradiquer et tuer les Congolais, mais il fallait aussi déstabiliser notre pays comme le colonisateur l'avait fait du temps de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire en éradiquant les symboles. Alors, on peut quand même accepter le fait que M. Etienne Tshisekedi incarne un certain symbole par rapport à l'époque de Mobutu. Et donc, il fallait aussi tuer ce symbole. Ils ont commencé par Genval, c'est-à-dire, moi je parlais de l'étouffoir. Comment est-ce qu'on peut éradiquer la force de cet homme pour qu'on puisse mieux mater le peuple congolais et donc arriver à terme à occuper ce pays définitivement et à faire disparaître tout ce qui est congolais. Eh bien, il fallait d'abord éliminer les symboles, il fallait les déstabiliser. Et donc, il y a eu Genval pour étouffer M. Etienne Tshisekedi et on l'a pressé comme un python qui presse sa proie. Hein, petit à petit, les trahisons ont fait le reste. Hein, un médecin qui le quitte pour aller livrer toutes les données médicales et le reste pouvait suivre. Et voilà M. Etienne Tshisekedi qui est parti. Il a pris à la fin de sa vie des décisions souvent très anachronique par rapport à l'homme que nous avons connu. Hein? Et donc, le soulèvement populaire a été évité, et donc, on a, disons, minimisé M. Etienne Tshisekedi au point qu'il est mort. Et donc, maintenant, il restait à récupérer la population qu'il a laissée intacte, la population qui le soutenait. Et donc, on a essayé maintenant d'aller dans son entourage pour récupérer cette onction de popularité. Et c'est ainsi que le glissement de Kabila Kanambe a pu maintenant s'accommoder du visage de Félix pour se couvrir. Mais ce n'était pas pour le bien de Félix ni de la mémoire de son père, mais c'était pour parachever l'effacement de tout le contenu symbolique que la lutte de cet homme a pu incarner. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y a tous ces dégâts qui sont commis dans sa maison, mais c'est justement comme l'homme qui ne se satisfait pas d'avoir tué un citoyen, qui gît au sol, mais qui doit encore aller piétiner son cadavre pour être vraiment sûr et satisfaire sa joie. Donc ici, nous sommes devant une profanation qui est absolument dictée. Aujourd'hui, ça a pris des allures un peu sauvages, un peu désordonnées, mais c'est dans la ligne même. Et je vais même vous citer un exemple comparatif pour bien montrer que la détermination de tuer les symboles fait partie inhérente de l'occupation rwandaise. Vous savez, la tombe du président Joseph Kasavubu a été profanée aussi. A été profanée comment? Eh bien, le jour où Kabila Kanambe devait aller, soi-disant, récupérer certaines onctions de pouvoir pour pouvoir mieux mater les Congolais et particulièrement les Né-Congo, eh bien, il est arrivé de nuit au lieu dit de ce cimetière, alors qu'il était attendu pendant la journée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des cérémonies, ils ont tenu en respect les quelques éléments de la population qui étaient là pour mieux maîtriser l'espace de la tombe et jeter de l'eau et faire des incantations diaboliques, etc., pour se convaincre qu'on va retirer le pouvoir. Et donc, on banalisait par la même occasion le fait sacré que ce lieu pouvait représenter. Et qu'est-ce que vous avez constaté après? Étant convaincus qu'ils avaient obtenu une sorte de pouvoir magique de destruction, eh bien, il y a eu des massacres des Bundu de Diakongo, il y a eu aussi la négligence continue dans cette région-là. Et vous avez vu que à ce moment-là, il y a eu une lutte spirituelle qui s'est engagée entre nos ancêtres et les tenants du pouvoir. Puisque, moi je vais vous le dire, il y a eu un signe tout à fait clair. La route n'existait plus. À un moment donné, nous étions retournés dans la préhistoire. La route n'existait plus. C'était bien pour montrer qu'il y avait une compétition, qu'il y avait une guerre entre les ancêtres qui ne voulaient pas qu'on profane ce lieu et qui étaient en train maintenant de le manifester. Alors, avec cela veut dire quoi? Lorsqu'aujourd'hui, on va dans la maison de M. Tshisekedi et faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire libérer les excréments sur les éléments symboliques de la maison, mais c'est une manière aussi déjà de faire en sorte que on puisse envoûter le peuple, qu'on puisse paralyser le peuple, que ce peuple ne puisse pas réagir. Alors, autre chose encore, c'est que aujourd'hui l'interpellation va tout droit au chef coutumier qui reste encore en vie dans le Kasaï, terroir même de M. Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'ils vont accepter maintenant qu'on éloigne ce corps
étant donné que on est capable d'aller jeter des excréments dans sa maison, mais qu'est-ce qu'on ne sera pas capable de faire sur une tombe qu'on ne contrôle pas puisque à distance, voyez-vous? Donc je pense que là, nous atteignons maintenant une phase décisive parce que la lutte spirituelle est engagée. Nemwandanse mi sort à ce moment-là. Papa Simon Kimbangu, moi je préfère vous le dire, je reste bantou, je reste fondamentalement ancré dans notre culture et je crois qu'aujourd'hui c'est une force capitale qui est en train de nous donner la sève de la détermination pour qu'on puisse édifier les uns et les autres. Tous les camps, tous les partis crient au loup, crient tribalisme, tribalisme. J'aimerais bien savoir votre réaction, Madame Pokasabou, présidente de la diaspora, femme politique de haut niveau. Vous connaissez bien le Congo, la République des Guadeloupe, vous connaissez très bien ce pays. Toute votre vie, c'est le Congo. Vous avez étudié en Europe, vous avez passé votre vie en Europe, mais vous, c'est le pays. Vous parlez plusieurs langues nationales, plusieurs langues, les Swahili, les Kikongo, les Lingala, un peu de Chiluba. Vous parlez, Madame, je suis pour ça. Votre lecture par rapport au tribalisme, tous les camps, tous les partis crient tribalisme, tribalisme, on accuse les uns les autres. Mais c'est la raison pour laquelle je vous dis que ceux qui plaident pour qu'il y ait une table ronde et une redéfinition de notre pays ont tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, l'amnésie est une règle qui s'impose de plus en plus, semble-t-il. Parce que ce tribalisme est partie intégrante des plans d'occupation. Moi, je vous ai dit il y a quelque temps, ici, devant votre micro, que lorsque le Rwanda a mis en place cette politique de pouvoir envahir notre pays par d'abord l'intrusion du système politique 1+4 et puis l'infiltration qui a suivi et tous les dégâts institutionnels et administratifs commis de plein gré par le régime Kabila Kanambe. Mais il était question justement d'approcher et d'appréhender la classe politique congolaise, en tout cas les populations congolaises, par l'élément tribal. C'est peut-être passé inaperçu au début, parce que nous avons décelé ce détail beaucoup plus dans le comportement des interférences extérieures qui venaient chez nous. C'est-à-dire que il fallait maintenant que la donne tribale soit une cartouche qu'on va utiliser pour opposer les Congolais entre eux. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui beaucoup de compatriotes sont tombés dans ce piège-là. Mais je dirais aussi que ce ne sont pas tous les Congolais qui sont tombés dans ce piège. Parce que ce tribalisme tout à fait primitif, tout à fait exagéré et tout à fait irrationnel n'est pas du tout bienvenue dans le contexte actuel. Et moi, je pense qu'il y a une très très grande responsabilité de la part justement de notre frère Chilombo, parce que ces choses arrivent maintenant que lui, il a accepté le deal. Avant ces fameuses élections frauduleuses ou cette nomination dont il est le bénéficiaire, eh bien, il n'y avait pas le problème touché jusqu'à ce point-là. Et donc, je crois que nous sommes là en train de vivre des conséquences directes du fait qu'il y a eu fraude électorale, évidemment cela va sans dire, mais qu'il y a eu aussi la manipulation du peuple congolais, mais qu'il y a eu aussi, je dirais, la trahison, la haute trahison. Et ça, je pense qu'il est encore temps pour se ressaisir, pour ceux qui se sentent concernés. Pour terminer, il y a eu une grande marche ici à Bruxelles, lancée par l'Aparico de M. Rwanda. On a vu Martin Fayulu appuyer cette marche à part de Kinshasa. Vous aussi, vous avez appuyé cette manifestation et on a vu beaucoup de leaders dans cette marche, même votre mouvement, vous y étiez représenté. J'ai vu même on a vu même des affiches, je sais pas au Kassavobo, dans la marche. C'est la réconciliation des forces vives de l'opposition, de la résistance. C'est quel message vous voulez faire passer? Mais en tous les cas, c'est le patriotisme du peuple congolais qui s'est exprimé ce jour-là. Je pense que ça, c'est une valeur absolument fondamentale. Et donc, à partir du moment où, comme présidente de la diaspora, je représente tout le monde, il était tout à fait évident que je ne pouvais que accueillir avec beaucoup de satisfaction cette initiative. Mais je dois vous dire aussi qu'il y a eu beaucoup de marches dans ces pays ici, en Occident. Et je crois que la moisson est très très maigre. Cela veut dire que
il faut plus que cela. Ce ne sont pas des marches de 500 ou de 200 ou de 1000 personnes qui vont effectivement libérer le pays, mais c'est notre capacité à nous accepter tous d'une manière égale et à nous accepter en tant que Congolais d'abord pour que nous puissions effectivement gérer notre pays, redéfinir notre pays et tenir tête justement à ceux qui encouragent les occupants. Et je crois qu'ils ne sont pas des moindres. Tous ceux qui vidéo, ils disent que c'est une cause de la maman, je sais pas quoi ça vaut. Est-ce que issu Ezali, est-ce qu'il y a tout le monde la classe politique, la corruption, beaucoup de beaucoup de mais corruption de la classe politique. Maman, je sais pas quoi ça vaut. Quel message vous lancez dans les Congolais de tout bords, parce que tout le monde pleure. Ils ont la pouvoir. Les Congolais, je ne sais pas des Congolais, l'opposition, la résistance, tout le monde pleure. Corruption, quotité, mais c'est ça. Au moins, on a simbi kazaka, cravate qui toque le pasteur Bobo, na sac. Mais, ce qui est mbongo à trahir, ce qui est mbongo mon ami à trahir, n'habite de partout, n'a plus seulement là-bas. Mbongo, on a récupéré un groupe de solo, puis ça conseille tout ça. Mais papa pasteur Bobo, ngana kanisi bizaleli wana tosi to belela contre makambo ya corruption. Corruption ezosala biso lelo ezali kolakisa liboso ke ba oyo mingi bakoti na corruption wana bazana bango qualifié te pona kozala ba homme politique, bazana bango pe wana te pona kosala politique. Tala kaka ndenge pouvoir en place à récupérer ba institution nyonso. Yo kanisi ba oyo nyonso tout lelo yo ba lobby bazana macaron ya député, ba yebini nango kozala député, ba yebini nango mosala ya député ezali, hein, ezala ndenge nini to basala kana nini. Bazali wana pamba te bapesaki bango mbongo bakende kaka komitia po lobi babetaka kaka na bamesa en guise d'applaudissement. Donc liboso ekosenga penza tozala na ba principe moko très clair. Nani akoko sala politique pe nani akoko sala député. Soko ozali député lobo oza na programme oyo ekoki koya ko soulager population. Ba voter yo na programme. To ozali ko défendre programme ya parti oyo oza na elembo na yango. Kasi kokende kaka boyo ozali député na ba vedette na biso ba yebisu te ke kozala artiste eleki nango ke kozala ba ministre. Awa na poto tozomona ba artiste bazaka bango bien, bazaka ba millionnaire, bazako vivre ba droit d'auteur na bango. Mais pas na biso ba komi ko wela bango nyoso ba kende ke kozala ba député. Mais artiste ndengo na akokende ko défendre likamuni. Puisque esika azali appelé ya kozala millionnaire atiki yango po akende ba komisa ye muumbu ya parti politique to muumbu ya leader politique moko boy. Donc ozomona système pe ya ba valeur na mboka na biso ezali penza na place te. Alors likambango pe ya corruption yango penza muteza ko bebisa biso. Yango penza mutu eza ko mema penza mboka na biso na ndenge moko penza ya boumbo na ndenge moko penza ya bolole yo moko na ba émission na yo ba actualité na yo kaka ta mususu bato baza ko benga yo baza ko lela c'est vrai hein mais nani penza za na courage ya kotelema biso toza na courage wana kotelema mais pona nini ba congolais baza penza te ko ya ko pesa penza maboko pe po biso nyonso to elongo to telema na volontarisme wana. Oza komona ah oui mama olobaki malamu mais leur maman za ko senga bango ba contribution po ba ya ba renforcer mosala to za ko sala okomona ote o kuna ko évoquer o ake matanga o kuna c'est vrai matanga c'est important mais matanga ekoki ko bosa ni sayote mabele po okokendo kunda ndeko na mabele ni lobi soki bokeleli mabele matanga bo sala ngosu ndenge ni. Donc ozomona congolais esika za ba bengi ye pona responsabilité na ye aza ko tenir responsabilité okomana mususu alobi ote nazali occupé mais tant mususu pe occupation ngo eza nango penza ya tina te. Donc volonté penza ya kotia priorité na makambo mboka nde eza kozanga mingi ba congolais biso moko oyo toza na volonté wana au lieu bango nyonso tout bazala vraiment solidaire bazala penza na bomoko ba ya penza ko pesa biso maboko okomona ata mususu bazana mwa ba réticence ou bien ata mususu alingi ke nzambe akita asala ngona place na ye alors que nzambe atindi ye na mokili po asala pe mission wana ya kosalisa ndeko na ye toza misapi ya loboko mususu azana musapi oyo mususu azana musapi oyo. Alors soki okamati yango nyonso nde bo sali likambo malonga mais musapi moko ekoko sisa masolo te papa pasteur Bobo. Donc corruption wana il faut peut-être yeba sikoyo kozala responsable toyeba pe ko condamner yango
toyeba pe ko bwaka yango soki emilakisi na miso na biso tokoki te kotika kaka likambo ekende kaka boya te lokola ndeko nanga da encourage yango corruption eza penza lisolo ya molai yango wana tokozala na besoin penza bajuriste na biso bazala penza na molende po te lobi toyeba penza kopesa mibeko ya mboka oyo pe ekosanctionne corruption oyo ekosanctionne mauvaise gouvernance oyo ekosanctionne impunité oyo pe ekosanctionne bacrime commis na haute trahison pe elongo. Merci beaucoup, Zalaki. Justine Poyo Kassavoubou, la micro du pasteur Bobo. Nous prochainement, femme des valeurs, Mobondeli Yamakasi, conférencière de renommée internationale, à Tambola partout, à autour de Dijon, à des conférences de Dijon. Prochainement, d'ailleurs, sur Bobengse, Bobengsae, à la casquette belée, elle fait des conférences à haut niveau, pour la communauté congolaise ou pour les Africains. Ou pour la Mindele, c'est Justine Poyo Kassavoubou. Merci d'être mon ami prochainement. Merci.